Le jeudi 25 septembre, Ben dîna de nouveau chez les Norton. Repas traditionnel, saucisses de Francfort et haricots. Bill Norton fit griller les saucisses dehors au barbecue. Quant à Anne, dès 9 heures du matin, elle avait mis les haricots blancs à mijoter dans la mélasse. Ils s'installèrent à la table de pique-nique, et le repas terminé, ils y restèrent tous les quatre à fumer des cigarettes et à discuter à bâtons rompus des chances de plus en plus réduites qu'avait l'équipe de Boston de gagner la coupe de baseball. Un changement subtil s'était fait dans l'air. On n'avait pas froid, même en bras de chemise, mais on sentait déjà la morsure du gel. L'automne attendait en coulisses, tout prêt à faire son apparition. Les feuilles du vieil érable qui ombrageait la pension d'Eva Miller avaient déjà commencé à rougir. Les relations qu'entretenait Ben avec les Norton n'avaient pas changé. Le sentiment que lui portait Suzanne était franc, clair et naturel, et il l'aimait beaucoup. Il voyait bien que Bill avait pour lui une sympathie de jour en jour croissante, mais il le sentait freiné par le tabou inconscient qui affecte tous les pères à l'égard des hommes qui viennent chez eux pour leurs filles et non pas pour eux. Si on se trouve en face d'un interlocuteur sympathique et qu'on n'a rien à cacher, on s'exprime librement. On discute des femmes en buvant une bière, on parle politique. Mais si profonde que soit potentiellement la sympathie mutuelle, comment ouvrir son cœur à un homme qui a entre les cuisses l'instrument qui déflorera peut-être votre enfant? Et même après le mariage, le possible étant devenu réalité, comment lier une vraie amitié avec l'homme qui baise votre fille nuit après nuit? Il y avait peut-être une leçon à tirer de tout cela, mais Ben en doutait. Anne Norton était toujours aussi froide avec lui. La veille, au soir, Suzanne avait un peu parlé à Ben de Floyd de Tibbits. Sa mère voyait en Floyd une solution nette et satisfaisante au problème du gendre. Elle l'avait jaugé, il était solide. Ben Mears, par contre, était sorti tout d'un coup de nulle part et pouvait disparaître de la même façon, en emportant peut-être le cœur de sa fille dans sa poche. Elle avait, à l'égard de l'écrivain, du créateur, cette animosité instinctive typique des petites villes. Animosité qu'Edward Arlington Robinson ou Sherwood Anderson auraient immédiatement reconnue. Et Ben se doutait qu'au fond d'elle-même, elle avait assimilé un stéréotype. C'étaient soit des pédérastes, soit des obsédés sexuels, des criminels en puissance, des suicidaires ou des maniaques, avec une propension très nette à expédier aux jeunes filles des paquets contenant leur oreille gauche. La participation de Ben aux recherches entreprises pour retrouver Ralphie Glick semblait avoir renforcé sa suspicion plutôt que de l'avoir amoindrie, et il avait l'impression que faire sa conquête serait chose impossible. Il se demandait si elle savait que Parkins Gillespie lui avait rendu visite dans sa chambre. Il ruminait paresseusement ses pensées quand Anne dit « C'est terrible ce qui est arrivé au petit Glick. »« Ralphie ? Oh oui, dit Bill. »« Non, l'aîné. Il est mort lui aussi. » Ben sursauta. « Qui ? Danny ? » ?»« Oui, il est mort hier, au début de la matinée. » Anne semblait surprise que les hommes ne soient pas au courant. En ville, on ne parlait que de ça. « Je l'ai entendu dire chez Milt, dit Suzanne. » Sous la table, sa main rencontra celle de Ben et il s'empressa de la lui prendre. « Comment les Glick réagissent-ils ?»« De la même façon que moi je réagirais, dit Anne simplement. Ils sont fous de douleur. » Rien d'étonnant à cela, pensa Ben. Il y a 10 jours, leur vie suivait son cours habituel, et maintenant le destin avait fait éclater leur petite cellule familiale. Un frisson le parcourut. « Croyez-vous que l'autre petit Glick réapparaîtra un jour vivant ?» demanda Bill à Ben. « Non, dit Ben. Je pense qu'il est mort lui aussi. » Comme ça s'est passé à Houston il y a 2 ans, dit Suzanne. S'il est mort, j'espère presque qu'on ne le retrouvera pas. Celui qui peut faire une chose pareille à un petit garçon sans défense. La police fait des recherches, j'imagine, dit Ben. Il doit faire le tour de tous les délinquants sexuels connus et les interroger. Quand on aura retrouvé le type, il faudra le pendre par les pouces, dit Bill Norton. Badminton, Ben ? Ben se leva. Non, merci. Ça ressemble trop à un jeu de cartes où je ferai le mort. Merci pour le bon dîner. Je voudrais travailler encore un peu ce soir. Anne Norton eut un froncement de sourcils et resta silencieuse. Bill se leva. Comment marche ce nouveau livre ? Bien, dit Ben brièvement. Suzanne, est-ce que vous descendriez la colline avec moi ? On irait prendre un ice cream soda chez Spencer. Anne ne laissa pas à Suzanne le temps de répondre. Oh, je ne sais pas, dit-elle. Après l'histoire de Ralphie Glick, je me sentirais plus rassurée si... Suzanne l'interrompit. Maman, je suis une grande fille. Et puis il y a des lampadaires tout le long de Brock Hill. Je vous raccompagnerai, bien sûr, dit Ben du ton du jeune homme modèle. Il faisait si beau quand il est parti de chez Eva qu'il n'avait pas pris sa voiture. Oh, il ne craignait rien, dit Bill. Tu te fais trop de soucis, maman. Ouais, c'est probable. Les jeunes savent toujours mieux que nous, n'est-ce pas ? Elle eut un sourire crispé. Je vais juste chercher une veste, murmura Suzanne à Ben. Et elle remonta jusqu'à la maison. Elle portait une petite jupe rouge qui s'arrêtait aux cuisses,
et lorsqu'elle monta les marches devant la porte, il y avait de quoi se rincer l'œil. Ben regardait, sachant qu'Anne le regardait regarder. Son mari éteignait le feu de braise. « Combien de temps comptez-vous rester à Salem, Ben » demanda Anne, avec une amabilité de commande. « Jusqu'à ce que le livre soit terminé, en tout cas, dit-il. Après, je ne sais pas. Les matinées sont merveilleuses, et j'aime l'air qu'on y respire. » Il la regarda en souriant. « Il se peut que je reste plus longtemps. » Elle lui rendit son sourire. « Il fait froid en hiver, Ben, terriblement froid. » Suzanne apparut en haut des marches et les rejoignit, une veste légère jetée sur les épaules. « On y va? Moi je prendrai un soda au chocolat, et tant pis pour le teint. »« Bon, votre teint n'y perdra rien, dit-il. » Et se tournant vers monsieur et madame Norton, « Merci encore. »« Oh, venez quand ça vous chante, dit Bill. Tiens, demain soir, si vous voulez, avec un carton de bière. On s'en paiera une tranche sur le compte de ce maudit Yartsminski. »« Bonne idée, dit Ben. Mais que ferons-nous après le deuxième tour de batte ?» Le rire de Bill, jovial et chaleureux, les suivait encore lorsqu'ils surtournaient le coin de la maison. « Je n'ai pas envie d'aller chez Spencer, dit-elle, tandis qu'il descendait la colline. Allons plutôt au parc. »« Oh, il est voyou, ma bonne dame » demanda-t-il en imitant l'accent du Bronx. « À Salem, tous les voyous doivent être entrés à 7 heures. C'est une ordonnance municipale. Or, il est exactement 8h03. » Ils n'avaient pas encore atteint le pied de la colline que l'obscurité les avait déjà enveloppés. Leurs ombres s'allongeaient ou se raccourcissaient dans la lumière des lampadaires. « Vos voyous sont bien accommodants, dit-il. Personne ne va dans le parc après la tombée de la nuit ? Les gosses de la ville y vont de temps en temps pour se ploter quand ils ne peuvent pas se payer le drive-in, dit-elle en lui faisant un clin d'œil. Alors, si vous voyez des ombres rôder dans les buissons, détournez les yeux. Ils entrèrent par le côté ouest qui faisait face à la mairie. Le parc était ombreux, un peu comme dans un rêve. Les allées macadamisées serpentaient sous les arbres feuillus, et le bassin, illuminé par le reflet des lampadaires, brillait tranquillement. Si présence il y avait, elle était insoupçonnable. Ils contournèrent le monument aux morts. Les noms des défunts s'y alignaient, les plus anciens datant de la Révolution, les plus récents gravés sous ceux de la guerre de 1812, datant de la guerre du Vietnam. On comptait 6 noms pour ce dernier conflit, les entailles récentes dans le cuivre luisant comme des blessures fraîches. Il pensa « Cette petite ville est mal nommée, elle devrait s'appeler Le Temps. » Et comme si cela découlait naturellement de cette pensée, il tourna la tête pour chercher du regard Marsden House, mais la masse noire de la mairie la dissimulait. Elle vit son regard et fronça les sourcils, tandis qu'ils étendaient leurs vestes sur le gazon et s'asseyaient. Ils avaient dédaigné d'un accord commun les bancs publics. Elle dit « Maman a raconté que Parkins Gillespie prenait des renseignements sur vous. C'est un peu comme à l'école, quand l'argent de la cantine a disparu et qu'on regarde d'un drôle d'œil le nouveau. »« Oh, c'est un drôle de numéro, ce type, dit Ben. »« Ouais, maman vous voit déjà jugé et condamné. » Cela voulait être dit légèrement, mais la voix de Suzanne flancha et laissa transparaître quelque chose de sérieux. « Votre mère ne m'aime pas beaucoup, n'est-ce pas ?»« Non, dit Suzanne, la main dans celle de Ben. « C'est un cas d'antipathie instantanée. Je suis désolé. »« Oh, ça ne fait rien, dit-il. J'ai quand même la moyenne. »« Oh oui, grâce à papa. » Elle sourit. « Quand quelqu'un a de la classe, il sait le reconnaître. » Le sourire s'effaça. « Ben, c'est sur quoi votre nouveau livre ?»« Oh, c'est difficile à dire. » Il enleva ses espadrilles et promena ses orteils dans le gazon couvert de rosée. « N'essayez pas de changer de sujet de conversation. »« Non, ça m'est égal de vous en parler. » Et il fut surpris de découvrir que c'était vrai. Il avait toujours pensé à l'œuvre en cours comme à un enfant frêle qu'il convenait de protéger et de bercer. Malmené, il risquait de mourir. Il avait refusé de dire quoi que ce soit à Miranda, de la fille de Conway, et de Un air de danse, bien qu'elle eût été follement curieuse à leur sujet. Mais Suzanne était différente. De la part de Miranda, il y avait toujours eu comme une mise à l'épreuve systématique, et ses questions prenaient l'allure d'un interrogatoire. « Laissez-moi une minute pour réfléchir à la meilleure manière de dire tout cela, dit-il. « Est-ce que vous pouvez m'embrasser pendant que vous réfléchissez ?» demanda-t-elle en s'étendant sur le gazon. Il avait une conscience aiguë des dimensions de sa mini-jupe et du terrain qu'elle lui laissait gagner. « Je pense que cela pourrait inhiber le processus mental, dit-il doucement. Mais essayons pour voir. » Il se pencha sur elle et l'embrassa en posant une main sur sa taille. Elle lui tendit la bouche sans hésiter et ses mains se fermèrent sur les siennes. Un instant plus tard, il sentait sa langue pour la première fois et il l'accueillait avec la sienne. Elle se déplaça pour mieux lui rendre son baiser et le bruissement doux de sa jupe lui parut assourdissant, presque insoutenable. Il fit glisser sa main plus haut et elle se souleva pour y placer son sein, souple et ferme.
Pour la seconde fois depuis qu'il la connaissait, il eut l'impression d'avoir de nouveau 16 ans, la tête en révolution et la route devant lui libre de tout obstacle. « Ben ?»« Oui. Tu me fais l'amour? Est-ce que t'en as envie ?»« Oh oui, dit-il, j'en ai très envie. »« Ici, sur l'herbe ?»« Oui. » Elle le regardait, les yeux grands ouverts dans le noir. Elle dit: « Tâche que ce soit bon. »« Je tâcherai. »« Doucement, hein, dit-elle, doucement, doucement, comme ça. » Ils ne furent plus que des ombres dans le noir. « Là, dit-il. Oh, Suzanne !» Ils marchèrent un bon moment, d'abord au gré de leur fantaisie à travers le parc, puis avec plus de suite dans les idées en direction de Brock Street. « Est-ce que tu regrettes ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux vers lui et sourit avec simplicité. « Oh non, je suis contente. »« Bon ?» Ils se promenèrent, la main dans la main, sans parler. « Et le livre ?» demanda-t-elle. « Tu allais m'en parler quand nous avons été interrompus, si délicieusement. »« C'est un livre sur Marston House, dit-il d'une voix lente. Peut-être ne l'a-t-il pas été au départ, pas entièrement. Je pensais qu'il allait avoir la ville pour sujet. Mais je me demande si je ne suis pas en train de m'égarer. J'ai fait une enquête sur Ubi Martsen, tu sais. C'était un tueur. La société de transport n'était qu'une façade. » Elle le regarda avec stupéfaction. « Mais comment est-ce que tu as appris tout ça ?»« Un peu par la police de Boston, et beaucoup par une femme du nom de Minella Corey, la sœur de Birdie Marston. Elle a 79 ans maintenant. Elle ne se souvient pas de ce qu'elle a mangé au petit déjeuner, mais elle n'a rien oublié de ce qui s'est passé avant 1940. Et elle t'a dit tout ce qu'elle savait. Elle est dans une maison de retraite dans le New Hampshire, et je ne crois pas que quelqu'un ait pris la peine de l'écouter depuis des années. Je lui ai demandé si Hubert Marston avait été vraiment un tueur à gages dans la région de Boston. La police, elle, ne mettait pas cela en doute, et elle a hoché la tête affirmativement. « Combien ?» lui ai-je demandé. Elle a mis ses doigts tout droit devant ses yeux, elle les a baissés et relevés, et puis elle a dit « Vous avez compté ?»« Mon Dieu !» murmura Suzanne. Oui, le gang de Boston commença à se poser des questions sur Hubert Marston en 1927, poursuivit Ben. Il avait été convoqué 2 fois pour interrogatoire, une fois par la police municipale et une fois par la police de Malden. Dans le cas de Boston, il s'agissait d'un classique règlement de compte, et il était de nouveau dans les rues 2 heures après. Mais l'affaire de Malden n'avait rien à voir avec son boulot. Il s'agissait de l'assassinat d'un garçon de 11 ans. L'enfant avait été éviscéré. « Ben, dit Suzanne d'une voix bouleversée. « Les employeurs d'Hubert Marston l'ont tiré d'affaire, reprit-il. J'imagine qu'il en savait trop sur un certain nombre de cadavres, mais sa carrière à Boston était terminée. Il est venu s'installer tranquillement à Salem. Ce n'était plus qu'un employé d'une société de transport à la retraite qui recevait chaque mois son chèque. Il ne sortait pas beaucoup, du moins pour autant qu'on le sache. « Que veux-tu dire ?» demanda Suzanne. « Oh, j'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque à compulser de vieux exemplaires du Ledger de 1928 à 1939. 4 enfants ont disparu pendant cette période. Ce n'est pas tellement inhabituel, surtout à la campagne. Les gosses se perdent et ils meurent parfois de froid. Ou bien ils sont enterrés dans l'éboulement d'une sablière. On n'aime pas y penser, mais ça arrive. Mais tu ne crois pas que ce soit le cas? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'aucun de ces 4 enfants-là n'a jamais été retrouvé. Pas de chasseur qui soit tombé sur un squelette en 1945. Pas d'entrepreneur qui en ait découvert un en chargeant le gravier lui servant à faire son ciment. Hubert et Birdie ont vécu dans cette maison pendant 11 ans, et les gosses ont disparu, c'est tout ce qu'on sait. Mais je n'arrête pas de penser à ce gosse de Malden. J'y pense tout le temps. Est-ce que tu as lu Le fantôme de Hill House de Shirley Jackson? Oui, il cita à voix basse. Et l'être qui y marchait seul. Tu m'as demandé le sujet de mon livre. Eh bien, au fond, c'est la faculté du mal à renaître. Elle posa la main sur son bras. Tu ne crois pas que Ralphie Glick a été dévoré par l'esprit affamé de vengeance d'Hubert Marston qui ressusciterait tous les 3 ans à la pleine lune, dit Ben en la coupant. Oui, quelque chose de genre. Oh, ce n'est pas à moi qu'il faut t'adresser, si tu veux être rassuré, répondit-il. N'oublie pas que le gosse qui a ouvert la porte de la chambre du premier et qui a vu Marston pendu à une poutre, c'est moi. Bon, c'est pas une réponse, ça, dit Suzanne. Je ne prétends pas que ça en soit une, mais laisse-moi ajouter quelque chose avant de te dire exactement ce que je pense. Quelque chose que Minella Corey m'a dit. Elle m'a dit qu'il y avait dans le monde des hommes, qui sont les incarnations du mal, le mal incarné. Quelquefois on en entend parler, mais le plus souvent ils œuvrent dans l'ombre. Elle m'a dit qu'elle avait été condamnée à en connaître 2 dans sa vie. Le premier était Adolf Hitler,
L'autre était son beau-frère, Hubert Martzen. Il hésita. Elle m'a dit que le jour où Hubi a tué sa sœur, elle était à Cap Cod, à 450 kilomètres de là. Elle avait été engagée cet été-là comme bonne à tout faire dans une famille riche. Elle était en train de préparer une vinaigrette dans un grand bol en bois. Il était 2h15 de l'après-midi. Un éclair de douleur, comme un coup de foudre, m'a-t-elle dit, lui avait traversé la tête, et elle avait entendu un coup de feu. Toujours selon ses dires, elle était tombée par terre. Quand elle s'était relevée, elle était seule dans la maison, 20 minutes s'étaient écoulées. Elle avait regardé dans le bol et avait poussé un cri. Il lui avait semblé être plein de sang. « Mon Dieu !» murmura Suzanne. Un instant plus tard, tout était redevenu normal. Plus de mal de tête et rien dans le saladier que de la vinaigrette. Mais elle m'a dit qu'elle savait que sa sœur était morte, qu'on l'avait tuée d'un coup de fusil. « Bon, elle peut toujours dire ça, dit Suzanne. Oui, bien sûr, c'est invérifiable, mais il n'y a pas de raison pour qu'elle fabule. C'est une vieille femme qui n'a plus assez de cervelle pour inventer des histoires. Et puis ce n'est pas ce qui me tracasse de toute façon. Du moins, ça ne me tracasse pas beaucoup. Le dossier de la perception extrasensorielle est suffisamment important à présent pour que même un rationaliste à tout crin ne puisse plus en rire impunément. L'idée que Birdie aurait transmis les circonstances de sa mort à 450 kilomètres de là, par une sorte de télégraphie psychique, me paraît infiniment moins difficile à admettre que celle d'une présence réelle du mal, de ce mal dont je crois parfois entrevoir le visage monstrueux derrière les murs de cette maison. Tu m'as demandé ce que je pense, je vais te le dire. Je pense qu'il est relativement facile pour les gens de reconnaître l'existence de phénomènes tels que la télépathie ou la voyance, parce que ça ne leur coûte rien. Ce n'est pas ça qui les empêchera de dormir, mais l'idée que le mal que font les hommes continue à vivre après eux est beaucoup plus troublante. Il leva les yeux vers Marston House et dit d'une voix lente. Je pense que cette maison pourrait être le monument au mal d'Hubert Martzen, une sorte de plaque de résonance psychique, un phare supranaturel si tu préfères, dressé là depuis cette époque funeste et retenant peut-être dans ses plâtres poussiéreux l'essence même du mal d'Hubert Martzen. Et maintenant elle est habitée de nouveau, et voilà qu'il y a eu une nouvelle disparition. Il regarda Suzanne dont le visage était levé vers lui, et lui prit doucement la tête entre ses deux mains. Tu vois, c'est une chose qui ne m'était pas venue à l'esprit quand je suis venu ici. Je pensais que la maison avait pu être démolie, mais jamais, même dans mes rêves les plus fous, qu'elle avait pu être achetée. J'imaginais que je la louais et, oh, je ne sais pas, que j'affrontais mes propres terreurs, mes propres démons peut-être, ou que je jouais les chasseurs de fantômes, va des rétros, Ubi, je t'en conjure au nom de tous les saints, ou encore que j'exploitais simplement l'atmosphère de l'endroit, afin d'en tirer un livre assez effrayant pour me rapporter $1 million. Mais de toute façon, je pensais que j'étais maître de la situation et que c'était ça qui ferait toute la différence. Je n'étais plus ce gosse de 9 ans, prêt à se sauver à toutes jambes, en hurlant, devant un spectacle de lanterne magique qui sortait peut-être de sa propre imagination et de nulle part ailleurs. Mais maintenant... Maintenant quoi, Ben? Bah maintenant, elle est habitée, éclata-t-il, et il frappa sa paume de son poing. Je ne suis pas maître de la situation. Un petit garçon a disparu et je ne sais qu'en penser. Il se peut que ça n'ait aucun rapport avec cette maison, mais je ne le crois pas. Ben prononça exprès avec lenteur les 5 derniers mots. Des fantômes? Des esprits? Demanda Suzanne. Bon, qui sait? Peut-être un malheureux type tout à fait inoffensif qui admirait la maison quand il était gosse, qui l'a achetée et qui est devenu un possédé. Est-ce que tu sais quelque chose au sujet du... Comment s'appelle d'une voix anxieuse? Du nouveau propriétaire? Non, je ne fais qu'émettre une hypothèse. Mais si cela vient de la maison, j'aimerais presque mieux que ce soit un cas de possession plutôt qu'autre chose. Plutôt que quoi? Peut-être que la maison a attiré une autre incarnation du mal, dit Ben simplement. Anne Norton les guettait de sa fenêtre. Elle avait appelé le drugstore un peu plus tôt. Non, avait dit Miss Coogan avec une certaine délectation. Ils ne sont pas ici, ils ne sont pas venus. Où es-tu allée, Suzanne? Oh, mais où es-tu allée? Sa bouche se tordit en une vilaine grimace d'impuissance. Va-t'en, Ben Mears, va-t'en, et laisse-la tranquille. En quittant les bras de Ben, Suzanne dit « Je te demande de faire quelque chose pour moi, Ben, quelque chose d'important. »« Oui, tout ce que je pourrais. »« Ne parle de ces choses-là à personne ici, à personne. » Il sourit sans gaieté. « Ne t'en fais pas, je n'ai pas envie que les gens s'imaginent que je suis devenu ma boule. »« Est-ce que tu fermes ta chambre à clé chez Eva ?»« Non. »« Je la fermerais à clé si j'étais toi. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Il faut que tu te rendes compte qu'on se méfie de toi. » « Et toi aussi ?»« Oh, ce serait le cas si je ne t'aimais pas. »
et elle le quitta pour s'engager rapidement sur le chemin du garage. Il la regarda s'éloigner, sidéré par tout ce qu'il avait dit, et plus encore par les 4 ou 5 mots qu'elle avait prononcés à la fin. Une fois rentré chez Eva, il se sentit incapable d'écrire, et aussi de dormir. Il était trop excité pour cela. Il s'installa donc au volant de sa Citroën, et, après un instant d'hésitation, décida d'aller chez Dell. Il y avait foule, et l'endroit était enfumé et bruyant. L'orchestre, un groupe folk et western qui s'appelait les Rangers, et qu'on avait engagé à l'essai, était en train de jouer sa version de « Tu n'as jamais été si loin ». Leur musique compensait par le volume ce qui lui manquait en qualité. Une quarantaine de couples se trémoussaient sur la piste, la plupart en blue jean. Les tabourets du bar étaient occupés par des ouvriers du bâtiment et par des employés de la fabrique. Ils buvaient tous de la bière dans des verres identiques et portaient tous les mêmes bottes de travail à semelles de crêpe et lacets de cuir brut. 2 ou 3 serveuses avec des coiffures crêpées et leurs noms brodés au fil d'or sur leurs chemisiers blancs, Jackie, Tony, Shirley, faisaient la navette entre les tables du milieu et celles du fond. Derrière le comptoir, Dell tirait des bières, et un peu plus loin, un homme à tête de faucon et aux cheveux gominés préparait les cocktails. Son visage restait absolument impassible tandis qu'il mesurait l'alcool dans les doseurs, le versait dans son shaker en argent et ajoutait ce qu'il fallait pour compléter le mélange. Ben s'avançait vers le bar en suivant le bord de la piste quand il s'entendit héler. « Ben, dis donc, vieux, comment vas-tu, mon pote ?» Il regarda autour de lui et repéra Weasel Greg assis à une table près du bar, une bière à moitié bue devant lui. « Salut, Weasel, dit Ben en s'asseyant. Il se sentait soulagé de retrouver un visage familier, et puis il aimait bien Weasel. « Alors, comme ça, tu t'offres un peu de vie nocturne, hein, mon pote ?» Weasel sourit et lui envoya une claque sur l'épaule. Ben se dit que son chèque avait dû arriver. « The beer that makes Milwaukee famous !» La laine seule de Weasel aurait suffi au renom de Milwaukee. « Ouais, dit Ben. » Il sortit $1 et le mit sur la table couverte de cernes, fantôme de nombreux verres de bière qu'on avait posés là. « Alors, comment ça va ?»« À merveille. Qu'est-ce que tu penses du nouvel orchestre? Au poil, non ?»« Pas mal, dit Ben. Finis-moi donc cette bière avant qu'elle ne soit complètement éventée. C'est moi qui paye. »« Ah, j'attends depuis le début de la soirée que quelqu'un me dise ça. Jackie, hurla-t-il, apporte un pichet à mon copain, de la Budweiser. » Jackie apporta le pichet sur un plateau jonché de pièces de monnaie trempées de bière et le posa sur la table. Les muscles de son bras droit faisaient saillie comme ceux d'un boxeur professionnel. Elle observa fixement le dollar comme si elle se trouvait devant une espèce nouvelle de cafard. « C'est $1,40, fit-elle. Ben posa un autre billet sur la table. Elle ramassa les 2 billets, retira 60 cents des flaques de son plateau, les jeta brutalement sur la table et dit « Weasel Craig, quand tu cries comme ça, on dirait un coq à qui on tord le cou. »« Tu es belle, ma chérie, dit Weasel. Je te présente Ben Mears, il écrit des livres. »« Enchanté, dit Jackie, et elle disparut dans la pénombre. Ben se versa un verre de bière et Weasel fit de même, en remplissant son verre comme un professionnel à ras-bord. La mousse menaça de déborder, puis retomba dans le verre. « À la tienne, vieux !» Ben leva son verre et but. « Alors, comment ça avance ton bouquin ?»« Oh, c'est bien, Weasel. Je t'ai vu te balader avec la petite Norton. C'est un vrai bijou, cette fille. Tu pouvais pas trouver mieux. »« Oui, elle est... »« Matt !» hurla Weasel. Ben faillit en laisser tomber son verre. « Mon Dieu, pensa-t-il, Jackie a raison, on croirait vraiment un coq sur le point de rendre l'âme. »« Matt Burke !» Weasel agita frénétiquement le bras, et un homme à cheveux blancs le salua de la main et commença à se frayer un chemin dans la foule. « Voilà un type qu'il faut que tu connaisses, dit Weasel à Ben. Il se frappa le front. Il en a là-dedans. L'homme qui s'avançait vers eux paraissait avoir la soixantaine. Il était grand, portait une chemise en flanelle impeccable, ouverte au cou, et ses cheveux, qui étaient aussi blancs que ceux de Weasel, étaient coupés en brosse. « Salut, Weasel, dit-il. « Comment vas-tu, mon pote, dit Weasel. Je voudrais te présenter un type qui loge chez Eva, Ben Mears. Il écrit des livres. C'est un gars charmant. » Il regarda Ben. « Matt et moi, on a grandi ensemble. Seulement, lui, il a reçu de l'instruction, et moi, j'ai reçu des coups de pied au cul. » Weasel gloussa. Ben se leva et serra énergiquement la main ramassée de Matt Burke. « Ravi de vous connaître. »« Moi aussi. J'ai lu un de vos livres, monsieur Mears. Un air de danse. »« Oh, appelez-moi Ben, je vous en prie. J'espère que ça vous a plu. »« Oui, je l'ai aimé, beaucoup plus que les critiques, apparemment, » dit Matt en s'asseyant. « Je pense qu'il gagnera du terrain avec le temps. Comment vas-tu, Weasel ?»« En pleine forme, dit Weasel. Mieux que jamais. Jackie, hurla-t-il, apporte un verre à Matt. »« Tu peux attendre une minute, vieil emmerdeur » cria Jackie en réponse, faisant rire les gars des tables d'à côté.
C'est une fille charmante, dit Wiesel. C'est la fille de Maureen Talbot. Oui, dit Matt. J'ai eu Jackie au lycée, promotion 71. Sa mère était de la 51. Matt enseigne l'anglais au lycée, dit Wiesel à Ben. Vous devriez avoir des tas de choses à vous dire tous les deux. Je me souviens d'une fille qui s'appelait Maureen Talbot, dit Ben. Elle venait chercher le linge à laver de ma tante et le rapportait bien plié dans un panier en osier. Le panier n'avait qu'une seule poignée. Vous êtes du pays, Ben demanda Matt. Oh, j'ai passé quelque temps ici quand j'étais gosse, chez ma tante Cynthia. Cindy Stowens? Oui, c'est ça. Jackie arriva avec un verre propre et Matt y versa de la bière. Encore une preuve que le monde est petit. Votre tante était en terminale lors de ma première année à Salem. Comment va-t-elle? Oh, elle est morte en 1972. Oh, je suis navré. Oh, elle est partie sans souffrir, dit Ben. Et il remplit son verre de nouveau. L'orchestre avait terminé la première partie de son programme et les musiciens se dirigèrent vers le bar. Le ton des conversations baissa. « Est-ce que vous êtes revenu à Jérusalem Slot pour réécrire un livre sur nous » demanda Matt. Une sonnette d'alarme retentit dans la tête de Ben. « D'une certaine façon, je crois que oui, dit-il. »« En fait de chronique, Salem aurait pu tomber plus mal, » reprit Matt. « Un air de danse est un livre merveilleux, et je pense qu'on peut faire un livre tout aussi merveilleux à partir de notre petite ville. J'ai même cru à un moment donné que je pourrais l'écrire. »« Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait » demanda Ben. Matt sourit. Un sourire spontané, sans trace d'amertume, de cynisme ou de malveillance. « Oh, il me manquait l'ingrédient vital, le talent. »« Oh, ne le crois pas, dit Wiesel, en remplissant de nouveau son verre avec la lie restée au fond du pichet. Notre vieux Matt a du talent à revendre. L'enseignement est un métier passionnant. Personne n'apprécie les profs, mais ils sont... » Il se balança un peu sur sa chaise, cherchant à compléter sa phrase. Il était presque complètement saoul. « Le sel de la terre, acheva-t-il. Il avala une gorgée de bière, fit une grimace et se leva. « Excusez-moi, je vais pisser. » Il s'éloigna en titubant, se cognant contre les clients, les saluant par leur nom. Il se le passait de l'un à l'autre avec impatience ou bonne humeur selon les cas, observant son avance vers les toilettes, comme ils auraient regardé une boule de flipper bondir et rebondir avant de disparaître dans son trou. « Et voici l'épave d'un brave homme, dit Matt. Et il leva un doigt. Une serveuse apparut presque immédiatement et s'adressa à lui en l'appelant Monsieur Burke. Elle semblait un tantinet scandalisé que son vieux professeur de littérature anglaise se trouvât là, en train de se pinter avec des gens comme Wiesel Craig. Quand elle s'en alla leur chercher un autre pichet, Ben trouva que Matt avait l'air d'être ailleurs. « J'aime bien Wiesel, dit Ben. J'ai l'impression que ça devait être quelqu'un d'intéressant. Que lui est-il arrivé ?»« Oh, rien de particulier, dit Matt. C'est la bouteille. Chaque année, elle l'a un peu plus, et maintenant, elle l'a tout entier. Il a été décoré de la Silver Star à Anzio pendant la Seconde Guerre mondiale. Un cynique dirait peut-être que sa vie aurait eu plus de sens s'il était mort à ce moment-là. Je ne suis pas un cynique, dit Ben. Je l'aime comme il est, mais je pense que ce soir je ferais mieux de le ramener dans ma voiture. Oh, ce serait bien de votre part, dit Matt. Je viens ici de temps en temps pour écouter la musique. J'aime la musique très forte, plus que jamais maintenant que je n'entends plus comme avant. On me dit que vous vous intéressez à Marston House. Est-ce que c'est sur elle que va être centré votre livre? Ben sursauta. Qui vous l'a dit? Matt sourit. Comment est-ce qu'on disait déjà dans la vieille chanson de Marvin Gaye? Je l'ai appris par le téléphone arabe? C'est une locution amusante, vivante, n'est-ce pas? Une image un peu obscure, mais qui fait rêver. Bon, voilà que je perds le fil de ma pensée. Je perds souvent le fil ces derniers temps, et bien des fois je n'essaye même plus de le rattraper. Je l'ai appris parce que ces messieurs de la presse appelleraient une source généralement bien informée. Loretta Strasher, pour ne pas la nommer. C'est la bibliothécaire de notre citadelle locale de la littérature. Vous y êtes allé plusieurs fois consulter les articles du Cumberland Ledger qui avaient rapport au scandale d'autrefois, et elle vous a également sorti 2 ouvrages relatant des affaires criminelles, dont l'affaire Marston. À propos, l'article de Lubert est bon. Il est venu à Salem et a fait sa propre enquête en 1946. Mais le chapitre de Snow, c'est de la merde, ça ne repose sur rien. Oui, je sais, ne put s'empêcher de répondre Ben. La serveuse apporta un nouveau pichet de bière, et une image pénible s'imposa soudain à l'esprit de Ben. Un poisson virevolte à sa guise au milieu des algues et du plancton, et se livre à ses ébats, sans attirer l'attention de personne apparemment. On pose les jumelles, il est dans un aquarium. Matt paya la serveuse et dit « C'est une chose horrible ce qui s'est passé là-haut. C'est resté dans la conscience de la ville. Bien sûr, les récits d'horreur et de meurtre sont toujours transmis avec une délectation morbide de génération en génération.
tandis que les étudiants regimbent à étudier les travaux de savants, comme George Washington Carver ou Jonas Salk. Mais il y a autre chose, je crois. Peut-être que c'est lié à la topographie de Salem. Oui, dit Ben, tenté malgré lui d'enchaîner. Le professeur venait d'exprimer une idée qui rôdait dans son inconscient depuis qu'il était revenu, et peut-être même avant. La maison se dresse là, sur cette colline qui domine la ville, comme une sorte d'idole maléfique. Il ponctua sa phrase d'un petit rire pour donner l'impression qu'il faisait cette remarque en passant. Il lui semblait qu'il avait dit quelque chose de si profondément ressenti et de si spontanément exprimé que c'était comme s'il avait ouvert une fenêtre sur son âme à cet étranger. Et l'attitude de Matt Burke, qui se mit subitement à le fixer avec attention, ne fit rien pour dissiper son malaise. « C'est ça le talent, dit Matt. »« Pardon ? Mais vous avez mis le doigt dessus. Marston House nous regarde tous de là-haut depuis presque 50 ans, nous et nos peccadilles, nos péchés, nos mensonges, dressés là comme une idole. »« Peut-être qu'elle a vu le bien aussi, dit Ben. Il n'y a pas grand bien à voir dans ces petites villes que rien n'agite. Une énorme indifférence, pimentée de temps en temps d'une mauvaise action involontaire, ou, pis encore, d'une mauvaise action consciemment accomplie. Il me semble que Thomas Wolfe a écrit des volumes là-dessus. « Je croyais que vous n'étiez pas cynique, dit Ben. »« C'est vous qui l'avez dit, pas moi, répondit Matt. Il sourit et but sa bière à petites gorgées. Les gars de l'orchestre, habillés de costumes resplendissants, chemises rouges, gilets et foulards or et argent, quittèrent le bar et regagnèrent leur place. Le chanteur principal prit sa guitare et commença à l'accorder. « Et puis, vous n'avez pas répondu à ma question, poursuivit Matt. Est-ce que votre nouveau livre est centré sur Marston House ?»« Je crois, oui, d'une certaine façon, répondit-il. »« Je vous tire les verres du nez, excusez-moi. »« Oh, vous faites très bien, dit Ben, qui pensait à Suzanne et se sentait mal à l'aise. Je me demande ce qui arrive à Weasel. Ça fait un sacré bout de temps qu'il est parti. »« Est-ce que je pourrais profiter de notre rencontre pour vous demander une faveur ?» demanda Matt. « Si vous refusez, je le comprendrai très bien. »« Bien sûr, allez-y, dit Ben. Je donne des cours de technique littéraire. Ce sont des enfants intelligents qui arrivent à la fin de leurs études secondaires. Et j'aimerais leur présenter quelqu'un qui gagne sa vie en écrivant. Quelqu'un qui, comment dirais-je, a pris les mots et les a fait chers. »« Oh, je viendrai avec le plus grand plaisir, dit Ben, flatté Dieu sait pourquoi. Vos cours durent combien de temps ? 50 minutes. Bon, je ne risque pas trop de les ennuyer en si peu de temps. Je crois que moi j'y parviens très bien, dit Matt. Mais vous, je suis sûr que vous ne les ennuierez pas du tout. La semaine prochaine, c'est possible ? Oui, d'accord. Dites-moi un jour et une heure. Mardi, en fin de matinée ? Ça commence à 11h et ça se termine à midi moins 10. Personne ne sifflera, mais il se peut que vous entendiez gargouiller beaucoup d'estomac. Oh, je mettrai du coton dans les oreilles. Matt rit. Ben, je suis ravi. Rendez-vous au secrétariat si ça vous va. Parfait. Est-ce que... Monsieur Burke ? C'était Jackie, la fille aux muscles de boxeur. Weasel s'est effondré dans les toilettes. Est-ce que... Ah oui, bien sûr que oui. Ben, voudriez-vous... Oui, naturellement. Ils se levèrent tous les deux et traversèrent la salle. L'orchestre s'était remis à jouer. On distinguait mal les paroles, mais ça parlait du respect qu'avaient toujours les jeunes mecs de Muskogee pour le doyen de leur fac. Les toilettes sentaient l'urine rance et l'eau de javel. Weasel était écroulé contre le mur, entre deux urinoirs, et un type en uniforme de l'armée pissait à environ 4 centimètres de son oreille droite. La bouche de Weasel était ouverte et Ben pensa qu'il avait l'air terriblement vieux, vieux et ravagé par on ne savait quoi d'impitoyable et d'impersonnel. La conscience de son propre vieillissement, progressif et inéluctable, lui serra le cœur. Ce n'était pas la première fois, mais jamais cela ne lui était venu de façon si aiguë et si soudaine. La pitié qui lui monta à la gorge comme une eau pure et noire s'adressait autant à lui qu'à Weasel. « Tenez, dit Matt, pouvez-vous glisser votre bras sous lui dès que ce monsieur aura fini de se soulager ?»« Oui, oui, dit Ben. Il regarda l'homme en uniforme militaire secouer sans hâte la petite goutte. « Vous ne pouvez pas vous dépêcher, mon vieux ?»« Oh, pourquoi faire ? Vous croyez qu'il est pressé, lui ?» Il finit pourtant par remonter sa fermeture éclair et leur laissa la place. Ben glissa son bras sous le dos de Weasel, le saisit par l'aisselle et le souleva. Pendant un instant, il eut les fesses collées au mur en carrelage et sentit dans ses reins les vibrations de l'orchestre. La complète inconscience de Weasel avait fait de son corps une masse pesante et flasque. Matt glissa sa tête sous l'autre bras, agrippa Weasel par la taille et ils le portèrent à eux deux hors des toilettes. « Excite Weasel, dit quelqu'un. Il y eut des rires. « Dell devrait refuser de le servir, dit Matt d'une voix essoufflée. Il sait comment ça se termine à chaque fois. » Ils passèrent la porte d'entrée et gagnèrent les marches menant au parking. « Doucement, grogna Ben. Ne le laissez pas tomber. »
Quand ils descendirent le petit escalier, les pieds inertes de Wiesel cognèrent contre les marches, comme s'ils avaient été en bois. La Citroën, là-bas, dans la dernière rangée. Ils le portèrent jusque-là. L'air était devenu plus vif. Demain, les feuilles seraient veinées de sang. Wiesel poussait maintenant des grognements sourds et sa tête renversée brinque-ballait dans le vide. « Est-ce que vous arriverez à le mettre dans son lit quand vous serez rentré chez Eva ?» demanda Matt. « Oui, je pense. »« Bon. Regardez, on aperçoit le fait de Marstenhaus par-dessus les arbres. » Ben regarda. Matt avait raison. La ligne régulière du toit apparaissait au-dessus de l'horizon sombre des pins et semblait avoir été prévue par les hommes pour barrer la route aux étoiles. Ben ouvrit la portière droite et dit « Tenez, passez-le-moi. » Il fit glisser Wiesel sur le siège du passager, le cala soigneusement et ferma la portière. La tête de Wiesel s'affaissa contre la vitre, prenant ainsi une allure aplatie et grotesque. « Donc mardi à 11h ? Oui, oui, j'y serai. »« Merci, et merci aussi de votre aide pour Wiesel. » Matt tendit la main à Ben et Ben la lui serra. Il grimpa dans la Citroën, mit le moteur en marche et prit la direction du village. Le néon de la guinguette disparut derrière les arbres. La route était déserte et noire, et Ben songea « Ces routes sont hantées à présent. » Wiesel poussa un grognement qui le fit sursauter. La Citroën fit une légère embardée. Pourquoi diable cette pensée m'est-elle venue? Question sans réponse. Il ouvrit le déflecteur de la portière droite afin de ranimer son compagnon de route par un petit coup d'air frais, et quand ils arrivèrent devant chez Eva, Wiesel avait repris en partie conscience.